Ouais. Comme ça? Ouais, je pense comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier mercredi du mois, nouvelle interview et aujourd'hui j'ai la chance d'être accueillie dans le jardin d'Alizée. Qui m'a été recommandée lors de la première interview, je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez pas vue d'ailleurs je vous la mets en barre d'infos, c'était l'interview avec Pauline du Club des Simones, on avait parlé d'argent et de business et à ce moment-là elle avait parlé d'Alizée et elle m'avait fortement conseillé de rencontrer cette coach et cette personne et c'est chose faite et j'avais envie de parler avec elle d'un sujet qui est revenu énormément sous plein de vidéos que j'ai faites ces derniers temps. Et c'est le sujet du syndrome de l'imposteur et de la confiance en soi. C'est quelque chose qui visiblement touche beaucoup de personnes et je me sens pas hyper légitime d'en parler. Donc je me suis dit que c'était vachement plus sympa d'inviter quelqu'un pour en parler, peut-être avec plus de sérieux, on va dire, puisque Alizée, vous allez le voir, elle a sa casquette d'être humain, mais elle a aussi sa casquette de coach et ça, je pense, va être hyper intéressant d'avoir aussi peut-être un petit peu plus le côté professionnel ton point de vue plus professionnel en plus de ton point de vue d'humain, normal, avec des émotions, etc. J'espère. Donc, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Franchement, c'est trop cool de te lancer et de te sortir de ta zone de confort comme ça et de me faire confiance. C'est trop cool. Tu verras, ne me faites pas mentir, mais c'est plutôt bienveillant. L'interview de Wendy est sortie mercredi, là, et encore une fois, c'est que du positif, que des gens gentils. Donc, normalement, ça devrait aller. Bien, écoute, pour commencer, je te laisse un petit peu te présenter. Qui es-tu? Ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça. Ok. Déjà, merci de me recevoir sur la séquence d'interview, c'est trop cool. Et je suis très contente d'être là et qu'on puisse papoter ce matin ensemble. Alors pour me présenter, du coup, moi je m'appelle Alizée, Alizée Cavaret. Et j'ai été longtemps ingénieure en bureau d'études. Je travaillais dans le domaine de la géologie. Mais j'étais vraiment en perte de sens dans ce métier. Je vivais mal les conditions de travail. Et en fait, ça a duré plusieurs années pendant lesquelles je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que je peux faire après, comment, est-ce que je change radicalement de voie, est-ce que je m'adapte et que j'essaye de faire rentrer mes compétences dans d'autres milieux professionnels, mais en n'étant pas vraiment convaincue. Et du coup, j'ai fait une reconversion et aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne à mon tour les femmes dans leur reconversion professionnelle ou réorientation de carrière pour qu'elles retrouvent elles aussi du sens et de l'épanouissement au quotidien dans leur métier. Et du coup, t'as vraiment fait une formation pour être coach. Ouais. Et c'est une formation qui dure combien de temps? Alors, celle que j'ai faite, elle a duré 8 mois. Ok. Et il y a plusieurs formats qui existent. Et celle que j'ai choisie est certifiante, donc reconnue par l'État. D'accord. Et tu peux ne pas être certifiée à la fin de ces 8 mois si jamais on estime que t'es pas... Oui, si tu t'es pas compétente. Oui. Ok, d'accord. Oui, il y a un fort taux de réussite quand même parce qu'on est très accompagné dans le parcours. Et le but, c'est que chacune qui rentre dans la formation arrive à acquérir les compétences nécessaires pour être certifié à la fin. Mais ça arrive, oui, si t'as pas le niveau requis, c'est comme... Donc c'est vraiment une formation avec une valeur derrière... Moi j'ai trouvé, Okay. Et puis comme il y a la certification de l'État, en fait, il y a tout un tas de critères qu'il faut remplir. Voilà, ça donne un gage de qualité de compétences. Ok. Et écoute, normalement dans les interviews, je demande aux personnes de montrer un produit qu'ils créent. Et du coup, on a un peu triché parce qu'on voulait quand même poser cette question. Enfin, moi, je voulais garder la ligne directrice de l'interview. Et du coup, à la place de nous parler d'un produit que tu crées, j'aimerais bien que tu nous racontes une petite anecdote sur une personne que tu as coachée et qui t'a marqué. Oui, c'est marrant parce que quand j'y repense, ça me fait toujours sourire et ça me fait toujours vachement de joie. C'est une personne que j'ai accompagnée dans le cadre de mes processus de certification et je l'ai revue pendant le processus. Il y avait quelques fois où je voyais bien qu'il y avait des choses qui vraiment prenaient sens pour elle et elle avait des déclics à certains moments et il y avait une question que j'avais posée de manière totalement anodine. Et sur le coup, j'avais pas réalisé la portée de cette question et c'est elle qui me l'avait partagée un an après, qui m'avait dit, parce qu'on s'était revus, et elle m'avait dit, quand tu m'as dit ce truc-là, ça m'a fait clic dans la tête et depuis, j'y repense à chaque fois que je dois prendre une décision.
Et donc ça m'avait fait vachement plaisir parce que j'avais vu que ça l'aidait en fait. Et du coup, Oui, trop ça donnait du satisfaisant, sens à ce que ouais. tu fais vraiment au quotidien Ouais, et c'est ça. tu te rends compte que tu as un impact même plusieurs années après Ouais. sur... C'était ça, et puis surtout de voir que une fois qu'on avait terminé ensemble, il y avait quand même des choses qui lui servaient encore. Ouais. Et ça, c'était Oui, vraiment que chouette. c'était vraiment concret dans sa vie Ouais, de voilà, tous les c'est jours. ça. Et ben on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est un grand mot. Mhm. Pour toi, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Ben, ça m'évoque pas mal de questions qu'on peut se poser sur ses compétences, sa valeur, sa place au sein d'un groupe ou d'une organisation. Et par exemple, quand tu occupes un poste et que tu as des bons retours sur ton travail, par tes collègues, etc., mais que tu peux quand même pas t'empêcher de te dire non mais à un moment donné tout le monde va se rendre compte que je ne sais pas ce que je fais, ou alors que je prends trop de temps pour faire les choses, ou alors que je sais pas, j'ai besoin de vachement plus faire de recherche que les autres. Enfin, c'est cette conviction que t'es pas vraiment à ta place et que les autres à un moment donné vont se rendre compte de la supercherie, tu vois. Toi, tu accompagnes principalement ou à 100% des femmes. Ouais. Est-ce que tu penses que le syndrome de l'imposteur, il impacte différemment les personnes en fonction de leur genre? Je pense que oui. Ouais. Et justement, on parlait de ça hier avec mon coloc. Et parce qu'il y avait une étude qui avait montré à un moment donné, je sais plus quand, et les chiffres sont un peu approximatifs, pardonnez-moi, mais que dans le cadre d'une réponse à une offre d'emploi, les femmes ont tendance à avoir besoin d'avoir une correspondance entre l'offre et leur profil de plus de 80%, là où un homme va se satisfaire, entre guillemets, d'une cinquantaine de pourcents max, tu vois. C'est fou. Donc je pense que ça traduit vraiment une différence d'approche par rapport à sa vision de soi, ses compétences et ses capacités à obtenir un poste. Ouais. Et moi, je pense que, enfin, on peut tous le témoigner que dans notre entourage, on a plus de femmes qui se posent la question de est-ce que je fais bien mon travail, est-ce que vraiment j'ai raison, alors que les mecs ils s'en foutent un peu quoi. Donc toi t'es forcément, enfin je suppose peut-être confronté à ça avec tes coachés. Oui, je l'ai vu. J'ai notamment eu l'occasion d'accompagner une femme dirigeante, créatrice de son entreprise avec un certain nombre d'employés, une vraie équipe. Et elle était confrontée à ces questions et aussi liées à sa posture de leadership au sein de son entreprise. Et du coup, je pense qu'il y a des thématiques qui touchent à la fois les hommes et les femmes, mais j'ai la sensation, et de ce que j'ai pu comprendre en échangeant avec des femmes sur ces sujets, que c'est peut-être plus marqué et que ça se ressent, ça impacte peut-être davantage leur quotidien et leur prise de décision et leurs interactions. Je fais une petite parenthèse, nous avons le droit à un, je sais pas si vous entendez, il y a un super karaoké derrière nous, c'est incroyable. J'espère que vous entendez pas parce que vraiment, demain il pleut. Mais ça, j'avoue, j'essaie de rester concentrée, mais des fois c'est un peu dur. Est-ce que toi, en tant que personne, dans ta vie, t'as été à un moment donné confrontée au syndrome de l'imposteur? Ok, oui. Ouais, quand je pense que j'avais pas conscience que c'était ça et que ça s'appelait de cette manière et que ça ressemblait à ceci, cela. Mais je pense que ça m'a toujours un peu affectée dans mes études, je pense. Et plus tard, j'en ai pris conscience vraiment quand j'ai commencé à travailler. Où j'avais vraiment cette peur un peu permanente de me dire mais est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je fais aussi bien que mon collègue qui arrive en même temps que moi? Et j'avais toujours ce truc de quand je recevais des félicitations sur mon travail, ou des retours positifs en tout cas, je me disais bon, pour l'instant j'ai bien fait, mais ça veut pas dire que je vais continuer à bien faire, tu vois. Est-ce que tu penses que ta confiance en toi et le syndrome de l'imposteur, c'est intimement lié, ou est-ce que l'un s'apaiser, on va dire plutôt, et l'autre non, ou est-ce que la confiance en soi et le syndrome de l'imposteur pour toi c'est vraiment ça va ensemble complètement? Bah, je pense que oui, parce que en fait, de ce que j'ai compris et ce que je ressens du syndrome de l'imposteur, c'est que c'est beaucoup lié à la perception qu'on a de soi et de ses capacités. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec la confiance en soi, parce que en fait, la confiance en soi, c'est un peu à quel point tu penses et tu crois que tu es capable de relever les défis et les challenges qui se présentent à toi avec tes ressources. Soit parce que tu sais déjà faire pas mal de choses, soit parce que tu as la conviction que tu peux aller chercher ce qui te manque. En toi, à l'extérieur, auprès des personnes qui t'entourent, etc. Donc,
En fait, pour moi, c'est vraiment lié parce que je pense que quand tu as une solide confiance en toi dans le domaine auquel on s'adresse, parce que tout dire et rien dire, avoir confiance en soi, mais en tout cas, par exemple, si je prends l'exemple du travail, quand tu as assez conscience de tes compétences, de la valeur que tu apportes dans ton métier, ben, je pense que tu es un peu plus assise là-dessus et donc tu as moins tendance à remettre en question est-ce que la manière dont les gens perçoivent ton travail ou est-ce que tu es bien à ta place, etc. Donc je pense que ouais, c'est clairement lié. Et toi, tu as réussi à t'en sortir de ce syndrome de l'imposteur? Ben, en fait, j'ai vu qu'il y a clairement eu une évolution quand j'étais ingénieure, quand j'ai pris un petit peu plus confiance en moi au fur et à mesure des années et des contextes aussi où j'ai travaillé, parce qu'il y avait des contextes plus aidants que d'autres. J'ai vu que quand même, en ayant plus confiance en moi, j'avais un peu moins tendance à remettre en question ma valeur, ma contribution, etc. Mais par contre, quand j'ai changé de métier, comme je démarre et que j'ai moins d'expérience en tant que coach pour l'instant que quand j'ai terminé ma carrière d'ingénieur, Du coup, tu repars à zéro, je quoi. repars un peu à zéro. Petite interruption, changement de tenue. Ouais, j'ai un peu froid. Et donc, du coup, maintenant que tu es à ton compte, on va dire, t'as encore ce syndrome de l'imposteur? Oui, parce que dans la compréhension que j'en ai, c'est vraiment donc lié à la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, en fait. Et qui se déconstruit. Et au qui fur se et à mesure de la déconstruit, vie, qui peut aussi se déconstruire, tout à fait. Et en fait, ça se nourrit. Et en fait, c'est aussi basé sur le fait qu'on ait des expériences, selon notre perception, qu'on réussit, ou en tout cas qui nous font avancer, et donc sur lesquelles, c'est un petit peu comme des marches en fait, sur lesquelles on grimpe petit à petit. Et la confiance en soi, pardon, c'est un petit peu comme des briques qu'on ajoute les unes avec les autres. Donc ça se construit par l'expérience et avec le temps. Et donc en fait, je me dis je ressens ça, que je doute encore parfois de ce que je fais et que je suis pas certaine de faire au top du top. Mais en même temps, maintenant, avec le recul et la compréhension que j'ai un petit peu de ces questions-là, je me dis bah c'est normal. Parce que dans 5 ans, j'aurais appris encore plus de choses, j'aurais nourri ma confiance en moi, donc je me sentirais plus légitime dans certains cadres, toujours un peu moins dans certains si je les ai moins pratiqués, tu vois. Et en fait, c'est un ensemble de essayer de faire la paix avec soi et pratiquer des choses qui font que tu nourris ta confiance, tu vois. Là, j'ai une question qui me vient, mais à ton avis, comment on peut savoir? Tu vois, par exemple, moi, je parlais avec mon expérience personnelle. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir le syndrome, enfin, d'être touchée par le syndrome de l'imposteur dans mon travail. En fait, en préparant les questions, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, si, et juste je m'en rends pas compte. Pour toi, comment on peut savoir quels sont les signes un peu qui peuvent vraiment nous faire dire, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur. Bah, je pense que c'est quand ça t'affecte et quand ça t'empêche de faire des choses. Ou alors quand tu fais des choses que c'est dur, enfin tu les fais un peu dans la douleur, tu vois. Je pense que moi je sais que certaines fois c'est des pensées en fait qui quand elles arrivent sont désagréables et c'est ces questionnements qui font que tu doutes et que du coup enfin physiquement, en tout cas moi je le ressens un petit peu comme déjà je me renferme un peu et puis ça fait comme un peu un poids ou un trou à l'intérieur. Et puis c'est des questions de voilà, est-ce que je fais assez bien, est-ce que ceci. Il y a simplement ce type de fonctionnement là qui s'accompagne de beaucoup de questions, etc. Mais c'est pas effectivement parce que tu n'as pas ces doutes là que tu ne cherches pas à toujours t'améliorer, à être vérifier que ce que tu fais c'est à la hauteur de tes attentes envers toi-même ou envers tes clients, etc. Donc je pense que c'est vraiment des types de fonctionnement. Ouais. Est-ce que tu penses que le syndrome de l'imposteur, ça peut être déclenché? Est-ce qu'il y a des déclencheurs vraiment au syndrome de l'imposteur? C'est un peu un ensemble de choses, mais c'est lié à la perception qu'on a de nous, de nos forces. Souvent, on n'en a pas conscience ou peu. Ça peut être lié à des environnements de travail. Enfin, moi, j'ai travaillé dans un environnement de travail très toxique, avec un manager clairement maltraitant psychologiquement avec moi. Et je sais que ça a dévalorisé pas mal des choses qui pourtant je pensais être acquises en moi, tu vois. Donc il y a les retours extérieurs, vraiment, qui peuvent affecter fortement.
comme ils peuvent aider à construire la confiance, en fait, comme tu disais, ça se nourrit, ça se déconstruit. Et je pense qu'il peut y avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu un type de fonctionnement qui est un petit peu, qui peut aussi celui-là, quand on peut être accompagné dessus ou travailler dessus, il peut être régulé. Et c'est un fonctionnement qui, en coaching, on appelle ça le driver, enfin les drivers. Et en fait, c'est un petit peu comme des programmes automatiques qu'on a dans le cerveau, qui sont liés à notre éducation souvent, qu'on a acquis jeune de manière inconsciente et qu'on reproduit adulte aussi de manière inconsciente. Et il y en a 5, et il y en a un que j'associe pas mal au syndrome de l'imposteur parce que c'est le driver soit parfaite. Et en fait, c'est celui qui te dit, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas bien, ce n'est pas assez bien, c'est nul, ça ne vaut rien, tu vois. Et en fait, celui-là, quand on l'a, on a plus, je pense, de chances d'être un peu affecté dans notre quotidien par ce syndrome de l'imposteur. Mais tout le monde ne l'a pas. Voilà, tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir. Et aussi, en fonction des domaines dans lesquels ce à quoi tu es confronté dans ta vie, ça peut être plus ou moins marqué ou non, mais c'est pas définitif. C'est pas genre t'es estampillé comme ça ne changera pas. Il y a des techniques qui existent pour essayer de le moduler, parce qu'il y a toujours un côté qui te sert et qui te dessert. Et l'idée, quand ça te dessert trop, c'est d'identifier ce qui te dessert et d'essayer de faire descendre en intensité et de monter en intensité ce qui te sert. Ok. Toi, en tant que personne, c'est quoi ton rapport au regard des autres? En fait, ça dépend. Alors, personnellement, il y a vraiment des sujets sur lesquels ça m'affecte, d'autres pas du tout. Et après, dans mon entreprise, je pense que ça m'affecte si, par exemple, j'ai un retour négatif. Si j'ai une personne que j'accompagne et qui me fait un feedback dans lequel je vois que j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire ou pas aussi bien, etc., ça va m'affecter clairement. Et le regard des autres, il est important parce que, un peu comme ce que tu décrivais dans ton travail, je mets tout mon cœur dans tout ce que je fais, que ce soit ma com, les ateliers que j'organise et tout, et je fais tout moi-même et surtout j'apprends sur le tas. Donc en fait, je pense que tu es encore plus sensible au regard et au jugement et aux critiques surtout, quand tu es pas encore très solide parce que tu démarres et que tu sais, c'est comme si quand tu commences à marcher et t'es pas très solide sur tes appuis, donc t'es plus vulnérable à ce moment-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je me sens en tout cas. Et du coup, le regard des autres, il a un impact sur ce syndrome de l'imposteur qui est... Je pense qu'on est plus sensible au regard des autres quand on doute de soi, en fait. Ouais. Et que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso. En fait, je pense quand on n'est pas très certain, très sûr de soi, on peut avoir... moi, je sais que j'ai souvent un besoin qu'on me dise c'est bien ce que tu fais. Parce que l'entrepreneuriat, je vis ça depuis 1 an. Je me confronte à ce que c'est, apprendre tout un tas de choses que je connaissais pas avant, développer des compétences en parallèle les unes des autres dans des domaines qui me sont étrangers, qui m'étaient étrangers en tout cas, la com, le marketing, la vente et tout. Quand le fait d'être confronté toujours à des nouveautés, de devoir sortir de ta zone de confort tout le temps et d'apprendre tout le temps, en tout cas, moi, je vois que ça s'accompagne de périodes de découragement où je me dis, je fournis beaucoup d'efforts, je vois pas encore les résultats que j'espérais. Et du coup, dans ces moments-là, quand je me sens découragée, c'est là que je ressens vraiment le besoin qu'on me dise, ça va bien se passer, t'es sur la bonne voie, c'est bien ce que tu fais. Et je pense que du coup, c'est lié aussi à un besoin de reconnaissance, tu vois, un besoin d'accomplissement ou de réussite, quoi. Est-ce que ça serait pas dans un sens un peu le regard des autres, les gens, l'extérieur qui déclencherait ce syndrome de l'imposteur? Je sais même pas, parce qu'en vrai, si je fais le parallèle avec comment je me sentais en tant qu'ingénieur, ma hiérarchie m'a jamais dit ce que tu fais c'est nul, tu vois. Ouais, mais tu disais qu'il avait un truc, tu vois, toxique, même si lui, insinué, tu vois. Lui, clairement, mais c'est terrible. C'est peut-être lui qui déclenchait du coup ce sentiment, parce que tu avais tellement peur. Enfin, toi, toute seule, peut-être qu'en fait, tu te serais jamais posé la question, tu vois. Je sais que mon chef, donc mon N+1, il était vraiment horrible avec moi. Et les autres personnes au-dessus, avaient toujours des retours positifs sur mon travail. Donc, je me disais en tout cas, bon, lui, clairement, voilà, mais les autres sont contents. Et je sais pas si sans sa présence, j'aurais quand même jamais eu de questionnement. Moins fort, peut-être. Moins fort, c'est sûr. Mais je pense que j'en avais quand même. Je pense que l'intensité et la fréquence, la récurrence ont été terriblement augmentées à cause de ce contexte.
Mais je pense que déjà, parce qu'en fait, je le ressentais sans le nommer déjà en études. Donc en fait, Ok. je pense que c'était chez moi en tout cas toujours un peu là. Du coup, c'est peut-être un truc où c'est lié, il y a et quelque chose qui est en nous, et c'est peut-être exacerbé à cause des bruits parasites de l'extérieur. Ouais, je pense que c'est un tout. Ouais. Je pense que ça va ensemble parce qu'on a aussi besoin des autres pour nourrir cette confiance par moment, tu vois. Par exemple, quand t'as du mal à voir ce en quoi t'es bon ou bonne, bah demander à tes proches, ça peut être un exercice qui est hyper déjà, bon des fois un peu inconfortable à faire, mais hyper agréable à recevoir parce que souvent tu demandes à des personnes qui te font du bien, qui sont bienveillantes et qui te connaissent bien. Et du coup, leur regard et leur retour t'aident à prendre conscience peut-être des choses que tu sais bien faire, de tes capacités, de tes forces, et qui sont à toi dans tes angles morts personnels, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, moi, je crois pas qu'on se construise seul et qu'on puisse être une entité unique au sein d'un ensemble. En fait, je pense que l'interaction et les liens entre les gens, ça fait énormément. Et autant ça peut t'aider donc à te construire, autant ça peut t'affecter. Ouais. Est-ce que tu penses que on est encore plus affecté par le regard des autres, par la présence des gens à cause des réseaux sociaux, de peut-être le surplus d'informations, tu vois, où du coup tu as encore plus ce truc de se comparer tout le temps et donc d'être tout le temps confronté et au regard des autres et à ce que les autres font forcément mieux que toi, parce que dans ta tête tu te dis que tout ce que tu fais c'est nul, tout ce que tu fais c'est pas bien, c'est moins bien, pas assez bien, voilà. etc. C'est ça. Ouais, je pense que la comparaison, c'est un truc qui est assez difficile à gérer. Enfin, en tout cas, moi, je vois que ça m'affecte quand je regarde les comptes d'autres coachs. Et en fait, les réseaux sociaux, ça a ce truc-là de faire croire que tout est super, que tout est facile et que tout fonctionne. Et en fait, y a des tas d'études qui montrent que tu passes un quart d'heure sur Instagram et t'as un bien-être qui s'effondre un petit peu, tu vois. Enfin, je sais pas comment traduire ça, mais et ça a un effet sur la santé mentale, et notamment par ce fonctionnement de la comparaison. Et en fait, moi, j'ai beau savoir que quand je suis sur Instagram, que je regarde les comptes des autres coachs, ce n'est qu'une portion de leur vie, et ce n'est qu'une partie de ce qu'ils vivent, et qu'ils vont pas tous et toutes parler des hauts et des bas qu'ils traversent, ainsi des hauts en l'occurrence, mais pas beaucoup moins des bas, et que aussi, le piège dans lequel je tombe régulièrement, même si j'en suis consciente, c'est de me comparer à des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi sur le chemin entrepreneurial. Et la personne qui m'a accompagnée quand j'ai démarré mon entreprise, elle m'avait dit que déjà se comparer, souvent c'est douloureux, et puis qu'en fait il vaut mieux se comparer à toi d'il y a 6 mois ou 3 mois ou même 1 mois. Déjà parce que ça nourrit ton sentiment d'accomplissement, de regarder dans le rétroviseur et de voir tout ce que tu as fait. Et surtout, c'est un truc tangible. Alors que quand tu regardes les autres, t'as aucun moyen de vraiment savoir quelle est leur réalité à eux, tu vois. Réelle. Oui, vu que t'es pas dans leur vie et dans leur quotidien. Non, mais il y a un truc inconscient que moi, c'est un effort que je dois faire quand je regarde Instagram, de me dire, ok, là, je me sens vraiment comme une merde, j'arrête. Et après, je me dis, non, mais j'en sais rien, je suis pas dans la vie de cette personne. Probablement qu'il ou elle a traversé aussi pas mal de galères et ça va pas m'aider en fait. Donc, j'essaye de couper. J'ai pas de solution pour éviter que ces pensées arrivent, mais ma technique, c'est d'essayer de couper le plus vite possible. Moi, c'est vrai que je regarde pas mal. J'avais un rapport au début à Instagram beaucoup dans la comparaison et je me suis rendu compte que ça n'apportait rien. Et du coup, maintenant, c'est vrai que mon Instagram, c'est vraiment plus un peu comme Pinterest, une base de données, d'idées, d'inspiration. Et j'utilise beaucoup plus Instagram maintenant comme ça, et j'ai remarqué que j'y vais avec beaucoup plus d'envie, parce que ça m'inspire plus que ça me dessert à me dire en fait c'est pas terrible ce que je fais parce que j'aimerais bien faire comme elle. Mais non, en fait j'aimerais bien faire comme elle, alors regarde comment elle fait et essaye de faire pareil, ou en tout cas de t'en rapprocher, quoi. Et en fait, tu vois, c'est un truc que moi j'ai traversé, c'est de me dire j'aimerais bien être inspirée par ces personnes-là, mais pour l'instant juste ça me fait du mal. Donc je suis pas encore au stade où je peux être inspirée, ou en tout cas aujourd'hui, là maintenant, c'est pas le cas. Et c'est pas grave, tu vois, genre, je me mets une petite caresse sur la tête, comme ça je me dis, ok, c'est pas grave. Et tu fais autre chose, tu fais un truc qui te fait du bien, tu poses, et puis tu y reviendras plus tard. Et
Néanmoins, je me dis, quand même, il y a l'idée de ce qui m'a interpellée chez cette personne, qui m'a donné envie, et ben elle est dans ma tête. Et je me Bien dis, sûr, ça va c'est grandir. utile à un Ouais. moment. Moi, je pense que là, il y a les deux trucs. Moi, je suis un peu plus dans le. Je sais pas si tu connais les deux termes overdoing, underdoing. Donc, en faire 1000 fois trop, ou au contraire, juste être paralysé par la peur un peu de se lancer. Moi, je sais que je suis overdoing trop, Ouais. plus. J'ai dormi 3 heures cette nuit, par exemple. Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, à cause des réseaux sociaux, à cause de, entre autres, de toute cette masse d'informations, juste être paralysé par trop d'inspiration, trop d'informations, trop de trucs qui sont possibles de faire et qu'ils aimeraient faire, et du coup, en fait, ils font rien parce qu'ils ont trop peur de se lancer. Comment toi tu trouverais, ou comment t'aimerais trouver cet équilibre? En fait, moi je le vis régulièrement, ça, d'avoir des phases où je suis à fond, où je fais plein de trucs, et du coup je suis épuisée, du coup je fais plus rien. Et en partageant avec d'autres amis entrepreneurs, je sais qu'elles aussi elles vivent ces phases. Et en fait, moi ça le underdoing, du coup ça m'évoque la procrastination, le fait de remettre à plus tard, que ça soit pour différentes raisons. Il peut y avoir la peur d'être dans l'échec, en fait, quand tu vas te confronter à cette tâche. Ça peut être le découragement de dire je vais mettre beaucoup de temps et d'énergie dans cette tâche, probablement pour aucun résultat, donc j'ai pas envie de le faire. Ou alors ça peut être c'est une stratégie aussi, où quand tu t'attends le dernier moment pour faire un truc, tu sais qu'en termes de temps, t'es limité, donc tu sais que tu vas être à fond et que tu vas mobiliser toutes tes ressources et que tu vas être plus efficace à ce moment-là. Il y a plein on a plein de raisons de procrastiner. Des fois, ça peut être parce qu'on a oublié qu'on n'a pas accordé assez de temps à notre besoin de repos. Donc la procrastination, c'est aussi des infos utiles et intéressantes pour comprendre notre fonctionnement. Et en fait, moi, j'arrive pas toujours à réguler comme je le voudrais mon efficacité pour avoir quelque chose d'un peu plus linéaire, mais en même temps, voilà. Et mais je me dis, pour être au plus proche de mon rythme, j'essaye d'écouter mes besoins. Genre quand je suis dans un besoin de faire, parce que j'ai besoin de voir que ça avance et que j'ai besoin de nourrir mon sentiment d'accomplissement, j'y vais. Et puis quand je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, je me repose. Et j'ai essayé de me caler sur mon rythme de salarié d'avant, d'avoir des horaires. Et en fait, je vois que c'est pas ça qui me réussit. Donc je préfère suivre ok, là j'ai de l'inspi, j'y vais à fond. Ok, là j'ai plus d'inspi, je me repose, je vais marcher. Ouais. Enfin, voilà. Je me dis que la clé, et on l'entend souvent, même si c'est pas évident à mettre en œuvre, la clé c'est d'essayer de suivre nos rythmes naturels. T'as pas, enfin, là c'est une question vraiment personnelle parce que moi je suis incapable de faire ça. Mais t'as pas, quand tu fais rien, entre guillemets, très gros guillemets, t'as pas peur de louper un truc? Tu vois, moi j'ai toujours l'impression de courir après un train qui est à 1000 à l'heure et genre j'arriverai jamais à monter dans ce putain de train, tu vois. Ouais. C'est constant. Ouais, je partage ce sentiment-là, et en fait quand je me repose, j'ai toujours, longtemps, jusqu'à très très récemment, ressenti de la culpabilité quand je ne faisais rien. Tu vois, genre je passe 3 heures à regarder une série Netflix. Je suis incapable. Moi. Après je suis là, oh putain, oh mon Dieu. Donc en fait tu vois, il y a ce truc-là, mais maintenant j'ai commencé en faisant en fait un peu de CNV et de commencer à identifier les besoins. C'est quoi la CNV ? Pardon, c'est la communication non violente. Okay. Et en fait, c'est très lié à... c'est basé sur l'identification de ses besoins, de ses sentiments et de ses besoins. Okay. Et en fait, je suis une personne qui a un compte qui s'appelle Apprenti Girafe sur Instagram, qui fait de la démocratisation en gros de la CNV à travers des illustrations assez concrètes. Et en fait, cette démarche-là m'a aidé à me rendre compte que quand j'avais besoin de repos, c'était un besoin comme un autre. C'était aussi important que le besoin d'accomplissement, que je pouvais pas accomplir autant quand j'étais pas reposée. Ouais. Et donc en fait, la compréhension de ça, même si je ressens encore de la culpabilité quand j'ai rien fait pendant plusieurs heures, ça m'aide un petit peu à m'enlever de la pression en fait, à me dire t'avais besoin de ça et tu repars de plus belle. Ouais. Mais chacun son truc. Ouais, non, mais c'est, je le sais, hein, mais moi, j'ai toujours été comme ça, vraiment. Même pendant mes études, ça a toujours été à 1000 à l'heure. Mais l'un comme l'autre est difficile à gérer mais je pense aussi que peut-être
la paralysie un peu de peur de se lancer ou de peur de faire. Ça en lien avec le syndrome de l'imposteur et de la confiance en soi, peut-être un peu plus que... Enfin, quoique non, parce qu'en fait, faire trop, ça peut vouloir aussi dire vouloir prouver à tout prix. Parce que, je sais pas si tu comprends. Ouais, ça peut. L'un comme l'autre Ouais, ça peut. sont en lien. Mais je pense que dans tous les cas, oui, ça peut être overdoing pour se rassurer ou underdoing pour éviter d'être dans l'échec. Ou pour prouver aux autres. Ou pour prouver aux autres, exactement. Mais je pense que dans tous les cas, en fait, tu vois, on disait... les gens qui te disent ouais c'est fou ce que tu fais machin, j'aimerais bien faire ça aussi. En fait on revient dans la comparaison et dans le aussi ce que ça m'évoque c'est qu'il y a toujours c'est comme une pièce, il y a toujours deux côtés. Tu disais toi tu fais beaucoup de choses, tu avances beaucoup, d'un autre côté tu fais des sacrifices, tu vois. Et en fait à l'inverse quand tu es un peu dans le underdoing, tu te reposes davantage, mais tu as peut-être ce sentiment de culpabilité parce que tu n'avances pas comme tu le souhaiterais. Donc en fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients à faire les choix qu'on fait et à avoir les stratégies qu'on met en place. C'est juste qu'on le fait parce selon nous, on y trouve plus d'avantages que d'inconvénients, que ce soit conscient ou inconscient. Donc en fait, ça, c'est toujours, même quand on idéalise la situation de quelqu'un d'autre, il y a toujours des côtés négatifs ou en tout cas des sacrifices comme tu Et très concrètement, est-ce que toi, tu aurais des outils plutôt en tant que coach ou en tant que personne, ou des outils que tu as appris et qui t'ont servi dans ta vie personnelle pour justement sortir de ce schéma ou essayer de sortir de ce schéma du syndrome de l'imposteur? Ouais, moi je me dis que c'est difficile de l'éradiquer, mais c'est pas forcément l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer de diminuer l'intensité que ça peut avoir ou à quel point ça nous affecte, et travailler, nourrir sa confiance en soi en faisant des petits pas, toujours un petit peu plus vers ce qu'on veut atteindre, se forcer, parce qu'on a tendance à vraiment se concentrer sur ce qu'on n'a pas encore atteint, mais se forcer à se concentrer sur ce qu'on a réussi à faire, comme ce que me disait ma première coach avec le rétroviseur. Donc prendre le temps de valoriser ses accomplissements, célébrer ses victoires, même si elles sont toutes petites selon notre perception, et se rappeler que notre petite victoire, ça peut être l'énorme victoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc moi j'essaye de faire ça en tout cas, quand j'accompagne des personnes sur la question et qu'à un moment donné il y a un besoin de nourrir la confiance, je propose d'écrire à la fin de chaque journée déjà 3 choses, dont nourrir la gratitude, juste déjà parce que ça met dans un état d'esprit un peu plus serein. Donc nourrir la gratitude pour des choses qui se sont passées, qui étaient chouettes, nourrir la fierté en notant des petites choses qui nous ont rendu fiers de nous dans la journée. Et aussi, par exemple, à la fin de ta semaine, mettre ce que tu as réussi à faire, même si c'est des toutes petites choses aussi, au moins te rendre compte que tu as accompli des choses. Ça nourrit un petit peu la confiance aussi. Et puis, essayer de se fixer aussi, moi j'ai du mal avec ça, mais j'essaie de le faire, de fixer des objectifs concrets, atteignables et réalistes. Comme ça, déjà c'est plus simple à atteindre quand c'est concret. Et puis quand tu l'as atteint, t'es content de toi. Et aussi, je pense que comme on disait tout à l'heure, faire appel à ses proches quand tu peux, quand tu as un entourage bienveillant qui te connaît bien, pouvoir leur demander à un moment donné où tu fais un peu le bilan parfois, tu vois, de où t'en es, de là où, enfin, quand tu as un challenge ou un projet, des fois que tu doutes un peu de tes ressources, de demander un peu des retours, ça peut aider, tu vois. Donc il y a des petites choses comme ça, et puis je pense que en tout cas la clé, pour moi, c'est vraiment essayer d'être plus en paix dans son discours intérieur, parce qu'en fait les pensées qu'on nourrit déterminent la manière dont on se sent, et donc la manière dont on agit, et donc là ce qui se crée dans notre vie. Et du coup, essayer de dialoguer, parce qu'on aimerait bien supprimer comme ça toutes les pensées négatives, toutes les pensées qui nous affectent en tout cas. On peut pas, c'est pas possible. Mais par contre, essayer de dialoguer avec, simplement se dire, là j'ai pensé ça de moi. Pourquoi j'ai pensé ça de moi? J'ai pensé que j'avais pas, l'atelier que j'ai produit, il n'était pas suffisamment impactant. Ok, déjà pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur aux personnes que j'accompagne, donc j'ai envie qu'elles en retirent quelque chose d'utile. C'est important pour moi de contribuer, ok, ça c'est mon besoin de contribution. Et puis comment je peux faire la prochaine fois pour essayer d'améliorer, et aussi voir qu'est-ce que j'ai bien fait.
se forcer à voir ce qu'on a bien fait. Et c'est dur parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire, mais c'est un muscle, ça se travaille. Trop chouette. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu as Ouais. envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose qui t'était venu en tête? C'est pas grave d'avoir un syndrome de l'imposteur qui se manifeste de temps en temps et que ça se traverse et que petit à petit ça se dépasse en fait et que je trouve que ce qui est vraiment un moteur pour traverser ça, c'est de se rappeler pourquoi on fait les choses. Tu vois, quand tu es en lien avec je fais ce métier, cette activité, ce travail parce que ça, je sais pas, ça nourrit mon besoin de sens, ça nourrit mon besoin de contribution. Quand on est quand on est vraiment en lien en fait avec ce que ça nous amène de faire ça, c'est plus facile. Trop chouette. Comme dernière petite question, est-ce que tu as envie de passer le relais à quelqu'un? Ouais, je passerai bien le relais à Marion, qui est photographe, avec Trop qui j'ai chouette. travaillé il y a pas longtemps. Ouais. Je me dis que ça pourrait être sympa de la recevoir. Moi, je crois que je l'ai déjà vu passer en plus. Je pense que je connais son nom Ouais, sur Insta, ça me parle, Marion. Et c'est celle qui avait fait le shooting au club des Simone. exactement. Ok. Et c'est le Wonder Meuf aussi. Ok, d'accord. Trop bien. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était Ouais, cool. C'était bien. Ouais. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Merci à toi. d'avoir accepté de venir. C'était trop chouette. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous êtes encore là, que vous avez pris quelques petites notes. C'était hyper complet et hyper intéressant. On se retrouve dans les commentaires du coup. N'hésitez pas à en parler un peu plus. Et je voulais rajouter un petit truc en parlant de bienveillance, de féliciter ces petites victoires, etc. Je me suis mis sur l'application qu'a créé Instagram qui s'appelle Thread, je sais pas si tu connais. C'est un peu un Twitter, mais méga bienveillant, en gros, dans les grandes lignes. Ce qui change déjà pas mal. En fait, c'est complètement l'opposé de Twitter en termes de bienveillance et de contenu, mais c'est sous la même forme, en fait. C'est que du texte, tu peux mettre quelques photos, quelques vidéos. Vu que c'est Instagram qui a créé ça, bon, bah, évidemment, tu peux repartager tes réels et tout, mais il y a beaucoup moins de visuels, il y a beaucoup plus de texte. Et je sais pas par quel miracle, je suis tombée, en fait, dans une sphère quasiment que de créateurs là-bas. Et en fait, je me rends compte qu'ils partagent réellement la réalité. À la fin de chaque mois, il y a toutes les créatrices qui vont dire ce mois-ci, j'ai fait 4 ventes. Pour moi, 4 ventes, à mon échelle, c'est pas assez du tout. Mais du coup, je me dis que ça peut faire du bien à des gens que des gens parlent réellement des vrais chiffres. Parce que moi, par exemple, au mois de mars, j'ai fait presque une 40aine de ventes. Et j'étais là à me dire, bon, c'est pas fou quoi. Et en fait, de me rendre compte qu'il y en avait qui étaient contents de faire 4 ventes, ça m'a permis effectivement de me renvoyer en arrière, de me rappeler et de me dire, il y a 2 ans, 2 ventes dans le mois, ça aurait été incroyable pour toi quoi. Et donc, en fait, chacun à son rythme, effectivement, chacun à sa vitesse et il faut pas se comparer aux autres. Et du coup, là, d'être sur ce réseau social qui est hyper bienveillant, où les gens se donnent des vrais conseils, où se parlent vraiment gentiment et où ils exposent réellement leurs vraies expériences, je trouve ça chouette et je trouve ça vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse dans les commentaires si jamais vous voulez continuer la discussion. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.